J'ai toujours pensé que notre relation était unique. C'est peut-être naïf, mais je croyais que Marc et moi étions différents, plus forts que tous ces couples qui se séparent après quelques années de mariage. Nous étions ensemble depuis nos études à la Sorbonne, où nous nous étions rencontrés à la fac d'économie. Il avait toujours rêvé d'une carrière dans la finance, et j'admirais son ambition. Après le mariage, nous avons emménagé dans un petit appartement du 15e arrondissement, avec vue sur un parc. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la nôtre. Marc a rapidement gravi les échelons dans l'une des plus grandes banques de Paris. D'abord analyste, puis chef d'équipe, et enfin, directeur de département. À chaque promotion, il y avait de moins en moins de Marc dans notre vie. Les retours tardifs à la maison, les réunions le week-end, les voyages d'affaires. Je me répétais que c'était normal, que c'était la vie aux côtés d'un homme qui réussit. Ma mère m'avait prévenu. Camille, un homme qui travaille tout le temps, ne travaille pas seulement au bureau. Je riais de ses soupçons. Jusqu'à ce soir d'hiver où tout a basculé. Je me souviens de chaque détail. La neige qui tombait derrière la fenêtre, l'odeur du thé fraîchement infusé, la chaleur du radiateur. Je parcourais les photos sur notre ordinateur commun, cherchant des clichés de nos vacances à Chamonix que je voulais montrer à ma sœur. Et là, j'ai vu un dossier nommé « Document Conférence Prague ». Marc avait mentionné cette conférence. 3 jours à Prague, des réunions importantes, des investisseurs potentiels. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires. J'avais une confiance aveugle en lui. Mais ce soir-là, quelque chose m'a poussé à ouvrir ce dossier. À l'intérieur, j'ai trouvé des dizaines de photos, mais rien à voir avec une conférence. Au lieu de salles remplies d'hommes d'affaires, je vis Marc et une femme. Plus jeune que moi, une blonde d'une 30aine d'années. Sur une photo, ils étaient assis au restaurant, souriants, des verres de vin à la main. Sur une autre, ils se promenaient sur le pont Charles. Et sur la dernière, ils étaient devant le miroir d'une chambre d'hôtel. Et elle prenait une photo, pendant que Marc l'enlaçait d'une manière qui ne laissait place à aucun doute. Je me souviens que je ne pouvais plus respirer, comme si on avait posé un poids glacial sur ma poitrine. Mes doigts tremblaient en faisant défiler les photos suivantes. Les dates des fichiers indiquaient que ce n'était pas un écart ponctuel. Prague, Vienne, Berlin, des voyages d'affaires dont il me parlait en termes de négociations et de contrats. Et maintenant, il se révélait être tout autre chose. Je me suis assise par terre, les yeux toujours fixés sur l'écran. J'avais le vide dans la tête. Je ne pleurais pas, je ne criais pas. J'étais en état de choc. Soudain, j'ai entendu le bruit des clés dans la serrure. Marc rentrait du travail, plus tôt que d'habitude. J'ai rapidement fermé le dossier et je me suis levée, essayant de composer un visage normal. Mais quand je l'ai vu sur le seuil, souriant, avec un bouquet de mes tulipes préférées, quelque chose s'est brisé en moi. C'est qui cette femme à Prague ? Les mots sont sortis avant même que j'aie pu y réfléchir. Son visage. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. D'abord la surprise, puis la peur, et enfin, ce calcul horrible, humiliant pour moi, dans ses yeux. Il cherchait un mensonge à me servir. « Camille, de quoi tu parles ?» tenta-t-il, mais sa voix se brisa. « J'ai vu les photos, Marc, toutes, de Prague, de Vienne. Qui est-ce » Les tulipes sont atterries sur le sol. Il s'est approché de l'ordinateur, comme pour vérifier ce que j'avais vu exactement. Sa tentative désespérée de contrôler la situation n'a fait qu'aggraver ma douleur. « Ce n'est pas ce que tu crois », commença-t-il, comme dans un mauvais film. Je ris amèrement. « Vraiment ? C'était ça, sa ligne de défense ? Et c'est quoi alors, Marc ? Éclaire-moi, c'est quoi exactement ?» Et là, il a commencé à parler. De Chloé, l'assistante d'un nouveau partenaire commercial. De comment ça avait commencé innocemment. De comment il s'était senti apprécié, admiré. L'histoire typique, vieille comme le monde, banale dans sa prévisibilité. Et pourtant, pour moi, c'était un tremblement de terre qui détruisait tout ce que je connaissais. Je me tenais devant lui, écoutant ses explications pathétiques, et je réalisais que je regardais un étranger. L'homme avec qui j'avais passé 10 ans de ma vie, avec qui je prévoyais d'avoir des enfants, avec qui je partageais mon lit et mes rêves. Et soudain, cet homme était devenu quelqu'un que je ne connaissais pas. Je ne sais pas combien de temps a duré cette conversation. Je me souviens seulement qu'à un moment donné, j'ai dit
Sors. J'ai besoin de temps. » Et à ma grande surprise, il est simplement parti. Peut-être espérait-il qu'une fois les émotions retombées, tout pourrait être apaisé, enterré, oublié. Mais quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai su que plus rien ne serait jamais comme avant. Et bien que la douleur me déchire de l'intérieur, j'ai aussi ressenti autre chose. De la colère. Une colère pure et brûlante. Et quelque part au fond, sous les couches de choc et de souffrance, une résolution germait en moi. Je ne le laisserai pas décider de la fin de notre histoire. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais assise sur le balcon de notre appartement, emmitouflée dans une couverture, regardant Paris la nuit. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, tout aussi indifférentes à ma douleur. Je pensais à appeler mes amis, ma sœur, ma mère. Mais quelque chose me retenait. Comme si le dire à voix haute allait rendre la trahison de Marc encore plus réelle. Au petit matin, j'ai pris une décision. Je n'allais pas fuir ma propre maison. Je n'allais pas me cacher avec ma souffrance. Ce n'est pas moi qui avais trahi. Ce n'est pas moi qui avais détruit notre mariage. J'ai pris une douche, j'ai mis ma robe préférée. Je me suis maquillée avec soin. Une armure de normalité, sous laquelle je bouillonnais de colère et de douleur. Marc est revenu vers midi. Prudent, avec une expression de contrition répétée devant le miroir de la chambre d'hôtel qu'il avait louée pour la nuit. Il avait l'air fatigué, ce qui m'a procuré une étrange satisfaction. « On peut parler ?» demanda-t-il, debout sur le seuil de la cuisine où je préparais du café. « Parler de quoi exactement, Marc ?» répondis-je calmement, sans cesser de préparer le café. « De nous. De la suite. J'ai versé le café dans 2 tasses, celle que nous avions reçue de ses parents pour notre premier anniversaire de mariage. Je me suis assise à table et je lui ai indiqué la chaise en face de moi. J'avais l'impression de regarder un film sur moi-même, tant la situation semblait irréelle. « Je t'écoute. Quelle est la suite ?» demandai-je quand il s'assit. Et là, il a commencé son monologue, sur l'erreur qu'il avait commise, sur le fait qu'il m'aimait, sur le fait que Chloé ne signifiait rien pour lui, sur le stress au travail, la crise de la quarantaine, toutes ces excuses que les traîtres utilisent pour couvrir leurs actes. J'écoutais, le visage impassible, en sirotant ce café qui avait un goût de cendre. « Tu as fini ?» l'interrompis-je finalement. Il me regarda, surpris. Il s'attendait sans doute à des larmes, des cris, des supplications pour des explications. N'importe quoi, sauf ce calme glacial. « Camille, j'essaie d'être honnête avec toi. »« Honnête ?» répétai-je, ma voix plus tranchante que je ne l'aurais voulu. L'honnêteté, c'était avant la trahison, pas après. Maintenant, c'est juste une tentative de sauver ta peau. Il se tut. Pour la première fois depuis des années, je voyais à quel point il était perdu, à quel point il ne savait pas quoi dire. « Je veux que tu saches que je n'ai pas l'intention de partir d'ici, » dis-je enfin. « C'est ma maison. J'y ai mis autant de travail et d'argent que toi. Si quelqu'un doit déménager, ce sera toi. Tu ne peux pas être sérieuse. » Il fronça les sourcils. « Camille, j'ai fait une erreur, mais ce n'est pas une raison pour tout de suite. »« Tout de suite ?» l'interrompis-je. « Depuis combien de temps ça dure, Marc ? 1 mois ? 1 an ? Plus ? Combien de fois m'as-tu regardé dans les yeux en me mentant ? » Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. « Je veux que tu fasses tes valises et que tu partes, » dis-je doucement, mais fermement. « Aujourd'hui. » Et la thérapie de couple ? Tu ne veux même pas essayer de réparer ce que nous avons ? Avions, le corrigeai-je. Ce que nous avions est mort au moment où tu as décidé de trahir ma confiance. Je me levai de table, mettant fin à la conversation. Mais il m'attrapa la main. « Camille, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je ferai tout pour réparer ça. » Je regardais sa main qui tenait la mienne, ces mêmes mains qui avaient touché une autre femme. Je me libérais doucement, mais fermement, de son emprise. « Va faire tes valises, Marc, » répétai-je. Quand il est enfin parti dans la chambre, je me suis appuyée contre le plan de travail de la cuisine et j'ai pris une grande inspiration. J'avais les genoux en coton, mais je me tenais droite. Les pensées se bousculèrent dans ma tête. Que dire à la famille ? Aux amis ? Aux collègues ? Comment continuer à vivre quand tout ce que j'avais prévu s'était effondré ? Mais en même temps, au fond de moi, je ressentais quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Du soulagement. Comme si une partie de moi savait depuis longtemps que quelque chose n'allait pas.
comme si elle soupçonnait que Marc n'était pas celui que je croyais. 2 heures plus tard, j'étais à la fenêtre, le regardant charger ses valises dans la voiture. Je ne lui ai pas demandé où il allait. Cela m'était égal. Quand il a fermé le coffre, il a levé les yeux vers nos fenêtres. Nos regards se sont croisés à travers la vitre. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas hoché la tête. Je l'ai juste regardé partir. Ce n'est que lorsque sa voiture a disparu au coin de la rue que je me suis autorisée à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir, comme on aurait pu s'y attendre. C'étaient des larmes de rage, d'humiliation et, ce qui m'a le plus surprise, de détermination. Cette nuit-là, j'ai appelé ma sœur, Manon. Elle était la seule à me connaître assez bien pour savoir quand je disais la vérité et quand j'essayais juste d'être courageuse. Dès que j'ai entendu sa voix, les mots ont coulé tout seuls. Je lui ai tout raconté. Les photos, la confrontation, le fait d'avoir chassé Marc de la maison. « J'arrive chez toi », dit-elle sans hésiter. « Non », répondis-je, me surprenant moi-même. « Je vais m'en sortir. Camille, vraiment Manon, j'ai besoin d'être seule maintenant, de réfléchir à tout ça. » J'entendis un soupir à l'autre bout du fil. « D'accord, mais je viens te voir demain, sans discussion. » J'acceptai, sachant que je ne gagnerais pas contre son obstination. Après cette conversation, je me sentis mieux. Nommer les choses apporte toujours un soulagement. Avant d'aller me coucher, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai bloqué Marc sur tous les réseaux sociaux et sur mon téléphone. Je ne voulais pas lire ses messages. Je ne voulais pas entendre sa voix. J'avais besoin de silence pour entendre mes propres pensées. En me glissant dans le lit, notre lit, qui semblait maintenant immense et vide, j'ai senti un étrange frémissement dans mon cœur. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était aussi le pressentiment que quelque chose se terminait, mais que quelque chose d'autre commençait. Et même si je ne savais pas encore ce que ce serait, j'étais sûre d'une chose. Je ne laisserai pas la trahison de Marc me détruire. C'est avec cette pensée que je me suis endormie, seule, mais pas brisée. Demain serait un nouveau jour, et je devrais décider comment je voulais le vivre. Les premiers jours de solitude furent les plus difficiles. Le silence dans l'appartement semblait assourdissant, et les gestes quotidiens, préparer du café pour une seule personne, l'absence des chaussures de Marc dans l'entrée, la moitié vide du dressing, tout cela était un rappel douloureux de ce que j'avais perdu, ou plutôt, de ce qu'on m'avait pris. Manon a tenu sa promesse et est arrivée le lendemain, apportant une tarte au citron meringué de ma pâtisserie préférée du Marais et une bouteille de vin. Elle n'a pas essayé de me consoler avec des phrases creuses. Elle n'a pas dit que tout irait bien ou que je trouverais quelqu'un de mieux. Elle était juste là, écoutant quand j'avais besoin de parler et se taisant quand j'avais besoin de silence. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda-t-elle enfin, alors que nous étions assises sur le balcon, regardant le soleil se coucher sur Paris. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Survivre. » Un jour après l'autre. « Et Marc, il a essayé de te contacter ?» Je l'ai bloqué partout. Mais oui, il a appelé depuis d'autres numéros. Il a même envoyé un email à mon travail. Manon secoua la tête, incrédule. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Les bêtises habituelles. Qu'il a fait une erreur, que ça ne signifiait rien, qu'il m'aime toujours. Je haussai les épaules, feignant l'indifférence, bien que chacun de ces mots me fasse encore mal. Et alors ? Tu le crois ? Je réfléchis à cette question. Est-ce que je croyais Marc ? Pourrais-je jamais lui faire confiance à nouveau ? Peu importe que je le croie ou non, dis-je enfin. La question n'est plus de savoir s'il l'aimait vraiment ou si c'était juste du sexe. Le fait est qu'il a décidé de rompre notre contrat, notre confiance. Et sans confiance, que nous reste-t-il ? Manon hocha la tête avec compréhension. Elle-même avait traversé un divorce douloureux quelques années auparavant. Elle savait de quoi je parlais. Les jours suivants, j'ai essayé de revenir à la normalité. J'allais au travail, je souriais à mes collègues, je faisais semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, je me sentais comme un robot, exécutant des tâches programmées sans émotion. Le soir, quand je me retrouvais seule, je m'autorisais à faire mon deuil. Je pleurais, je criais dans mon oreiller, je fixais les photos de notre mariage, me demandant si Marc avait déjà cette étincelle de trahison en lui à l'époque, ou si c'était venu plus tard. Une semaine après le départ de Marc, son frère, Thomas, m'a appelé. « Camille, on peut se voir ? J'aimerais te parler. » J'avais toujours apprécié Thomas. Il était l'opposé de son frère, calme, équilibré,
un homme de famille. Si c'est Marc qui t'envoie pour me convaincre de revenir... Non, ce n'est pas ça, m'interrompit-il rapidement. Je veux te parler en tant qu'ami, pas en tant que son frère. S'il te plaît, Camille. J'acceptai, bien qu'à contre-cœur. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du boulevard Saint-Germain, loin des endroits que nous fréquentions avec Marc. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il, alors que nous nous asseyions avec nos tasses de café. « J'ai connu mieux », répondis-je avec un sourire forcé. Thomas soupira profondément. « Je ne vais pas prétendre que je viens de la part de Marc. Je suis venu parce que je m'inquiète pour toi, et parce que je veux que tu saches que nous ne sommes pas tous de son côté. » Ces mots me surprirent. Je m'attendais à ce que la famille de Marc le défende, trouve des excuses à son comportement. Que veux-tu dire ? Marc a toujours été... compliqué, commença Thomas prudemment. Il a toujours voulu plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'aventure. Il n'a jamais su apprécier ce qu'il avait. Il me regarda droit dans les yeux. Mais cette fois, il s'est dépassé lui-même. Ce qu'il t'a fait, c'est impardonnable. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Après tant de jours à prétendre que j'étais forte, que je gérais, ces simples mots de compréhension et de soutien m'ont frappé comme une vague. « Merci », murmurai-je. « Ne me remercie pas. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas seule, et que quoi que tu décides, que tu pardonnes à Marc, ou que tu partes pour de bon, je te soutiendrai. » Après cette rencontre avec Thomas, quelque chose changea en moi. Ces paroles m'avaient donné la force dont j'avais besoin. Je réalisais que je n'avais pas à traverser cela seule, qu'il y avait des gens qui me soutenaient, indépendamment de ma relation avec Marc. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ouvris ma boîte mail et lus tous les messages de Marc que j'avais ignorés ces derniers jours. Ils étaient remplis d'excuses, de promesses, de supplications. Dans certains, il était en colère, dans d'autres, désespéré. Je les lus un par un, y cherchant quelque chose. Je ne savais pas quoi moi-même. Une réponse ? Une solution ? Une explication qui réparerait tout ? Mais une telle explication n'existait pas. Aucun mot ne pouvait annuler ce qui s'était passé, ni restaurer la confiance qui avait été brisée. J'écrivis une courte réponse. « Marc, j'ai lu tes messages. Je comprends que tu regrettes ce qui s'est passé. Moi aussi, je regrette. Je regrette d'avoir gâché 10 ans avec un homme qui ne me respectait pas assez pour être fidèle. J'ai besoin de temps pour réfléchir à la suite. S'il te plaît, ne me contacte pas pendant le mois qui vient. Après cela, nous pourrons parler des aspects pratiques de notre séparation. » J'appuyai sur « Envoyer » et ressentis un étrange soulagement. C'était le premier pas pour reprendre le contrôle de ma vie. Le lendemain matin, je me réveillai avec une nouvelle résolution. Je ne laisserai pas la trahison de Marc me définir, ni définir mes choix futurs. Je ne deviendrai pas cette femme amère et blessée qui ne fait pas confiance aux hommes. Je ne laisserai pas ces erreurs détruire ma capacité à aimer et à faire confiance. Je pris rendez-vous pour une thérapie, non pas pour sauver mon mariage, mais pour me sauver moi-même, pour comprendre pourquoi je n'avais pas vu les signaux qui devaient être présents, pour apprendre à traverser cette période difficile sans me perdre. Les jours se transformèrent en semaines. Lentement, je commençai à construire une nouvelle routine, une nouvelle vie sans Marc. Je découvris, à ma grande surprise, qu'il y avait des choses que j'aimais faire et que je n'avais jamais faites avec lui, comme mes joggings matinaux au jardin du Luxembourg ou les soirées avec un livre de poésie au lieu de la télévision. Je commençais à apprécier ma solitude, ce silence qui m'avait autrefois terrifiée. Manon m'a invitée pour un week-end à Lyon, où elle vivait. Les promenades dans le vieux Lyon, les conversations jusqu'à tard dans la nuit, les rires que je ne m'attendais plus à entendre, tout cela me rappelait que la vie continue, même quand elle semble s'être arrêtée. Un soir, assise dans un bouchon lyonnais, je remarquai un homme qui me regardait par-dessus son verre de vin. Il était séduisant, d'une manière un peu brute, mature. Quand nos regards se croisèrent, il sourit légèrement et leva son verre dans un toast silencieux. Je lui rendis son sourire, mais sans plus. « Il te plaît », constata Manon, qui n'avait rien manqué. « Il est séduisant », admis-je. « Mais je ne suis pas prête. Je ne te dis pas de l'épouser, mais peut-être qu'il est temps de te rappeler que tu es une femme attirante qui intéresse d'autres hommes. » Je secouai la tête, même si une partie de moi savait qu'elle avait raison. J'étais tellement concentrée sur la douleur de la trahison de Marc que j'avais oublié la vérité la plus simple.
La vie continue. Et peut-être qu'un jour, je serai prête à faire confiance à nouveau. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pansais encore mes plaies. J'apprenais à vivre à nouveau. Je me redécouvrais en dehors de l'ombre d'un mariage qui s'était avéré être une illusion. Et dans ce processus, je découvrais une force dont j'ignorais l'existence. Un mois s'était écoulé depuis le départ de Marc. Je commençais à m'habituer à la nouvelle réalité. Le travail, la thérapie, les rencontres avec les amis. Je m'étais créé une nouvelle routine qui m'aidait à tenir. Parfois, je me réveillais encore au milieu de la nuit avec une douleur au cœur, mais ces moments devenaient de plus en plus rares. Ce jour-là, je rentrais du travail en métro. C'était le début de l'automne, un de ces après-midi où le soleil réchauffe encore, mais où l'on sent déjà le froid approcher dans l'air. J'étais assise, pensive, regardant défiler les façades parisiennes, quand mon regard tomba sur une femme assise quelques sièges plus loin. Des cheveux blonds relevés en un chignon désordonné, des lunettes à monture sombre, un manteau élégant. Je n'avais pas besoin de la voir de près pour savoir qui c'était. Je l'aurais reconnue n'importe où. Après tout, j'avais étudié son visage sur ces maudites photos pendant des heures. Chloé. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'avais l'impression que tout le monde dans la rame entendait ses battements. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Était-ce une coïncidence? Ou peut-être habitait-elle dans le coin? Avant que j'aie pu rassembler mes pensées, le métro s'arrêta à ma station. Je me levai automatiquement, mais au lieu de descendre, je me dirigeais vers elle. Je ne sais pas ce qui me guidait, la curiosité, le désir de confrontation, ou peut-être simplement le besoin de voir de près la femme qui avait participé à la destruction de mon mariage. Je me tins juste à côté d'elle. Elle leva les yeux de son téléphone, et nos regards se croisèrent. Pendant une fraction de seconde, elle ne sut pas qui j'étais. Et puis je le vis, l'éclair de reconnaissance, suivi immédiatement par la peur. « Chloé, n'est-ce pas ?» demandai-je doucement, pour qu'elle seule m'entende. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oui », répondit-elle après un moment d'hésitation. « Et vous devez être Camille. » Je ne m'attendais pas à ça. D'où connaissait-elle mon nom? Est-ce que Marc lui avait parlé de moi? Lui avait-il montré mes photos, comme j'avais regardé les siennes? « Oui », confirmai-je. « On peut parler ?» Elle hésita, regardant autour d'elle comme si elle cherchait une issue. Mais le métro était déjà en mouvement, et nous étions là, face à face, deux femmes liées par un fil invisible de mensonges et de trahison. « D'accord », accepta-t-elle finalement. Nous sommes descendus à l'arrêt suivant. En silence, nous nous sommes dirigés vers un café voisin, un petit endroit confortable où il y avait peu de clients à cette heure. Nous avons commandé des cafés et nous nous sommes assises dans un coin, loin des oreilles indiscrètes. « Je sais pour vous et Marc », commençai-je, une fois la serveuse partie. « Je m'en doutais », répondit-elle, sans me regarder dans les yeux. « Comment saviez-vous qui j'étais ?»« J'ai vu vos photos, de Prague, de Vienne, de tous ces voyages d'affaires qui se sont avérés être autre chose. » Chloé soupira lourdement. Ce n'est que maintenant, en la voyant de près, que je remarquai qu'elle était plus jeune que je ne le pensais, peut-être 27, 28 ans. Elle avait de fines rides autour des yeux, qui témoignaient d'une fatigue prématurée de la vie. « Je ne sais pas ce que je devrais dire », admit-elle enfin. « Désolée, ça semble tellement banal face à ce que nous vous avons fait. »« Nous avons fait ?» répétai-je. « Donc vous êtes toujours ensemble ?»« Non », répondit-elle rapidement, trop rapidement. « C'est fini juste après que tu l'as découvert. Marc était dévasté par ce qu'il avait fait. Il t'aime vraiment, tu sais ?» Je sentis la colère monter en moi. Non pas chaude, violente, mais froide, contrôlée. « S'il m'aime, il a une drôle de façon de le montrer, » rétorquai-je. « Et je ne suis pas venue ici pour entendre à quel point Marc m'aime. Je suis venue parce que je veux savoir la vérité. » Chloé me regarda avec un mélange de peur et de culpabilité. Quelle vérité? Depuis combien de temps ça durait? Comment ça a commencé? Étais-je la seule à ne pas savoir? Est-ce que tout le monde au bureau en parlait dans mon dos? Les questions qui me tourmentaient depuis des semaines allaient enfin trouver des réponses. Chloé garda le silence un instant, comme pour rassembler ses pensées. « Ça a duré 6 mois, » dit-elle enfin. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Lyon où Marc présentait un nouveau projet d'investissement. Je travaille pour une entreprise qui était intéressée par une collaboration. 6 mois. 6 mois de mensonges,
de rencontres clandestines, de faux sourires. Il me disait que votre mariage traversait une crise, continua Chloé, sans me regarder dans les yeux, que vous étiez pratiquement déjà divorcée, que tu ne le savais juste pas encore, qu'il attendait le bon moment pour te le dire. Je ris amèrement. L'histoire typique, le mari infidèle racontant à sa maîtresse à quel point il est malheureux dans son mariage. Et tu l'as cru ? Je voulais y croire, admit-elle avec honte, parce que je suis tombée amoureuse de lui, ou plutôt de l'image qu'il m'avait présentée, de la vision de notre avenir commun. Je me demandais si je devais lui dire à quel point elle se trompait, que notre mariage, bien que non parfait, n'était pas en crise, que nous prévoyions des enfants, des vacances, la rénovation de la maison, que la semaine avant de découvrir la trahison, nous parlions d'acheter un terrain au bord d'un lac pour y construire un jour une maison de campagne. Mais à quoi bon ? Elle aussi était victime de ces mensonges, bien que d'une manière différente de la mienne. Que s'est-il passé quand il a su que je savais ? Demandai-je à la place. Il m'a appelé en panique. Il a dit que tout avait été découvert, que nous devions arrêter de nous voir, qu'il devait sauver son mariage. Elle se tut, et j'attendis la suite. Finalement, elle reprit. Et puis, quelques jours plus tard, il a dit que tu l'avais chassé de la maison, que c'était la fin. Il est venu me voir, cherchant, je ne sais pas, du réconfort, un endroit où rester. Et alors, tu l'as accueilli à bras ouverts ? Je ne pus retenir le sarcasme dans ma voix. Chloé secoua la tête. Non, j'ai refusé. J'ai compris que je n'étais qu'un substitut, quelque chose de nouveau et d'excitant. Mais quand les choses sont devenues sérieuses, c'est toi qu'il voulait sauver, pas moi. Ces mots me frappèrent de plus fort que je ne l'aurais cru. Malgré tout, malgré la trahison et les mensonges, une partie de moi voulait encore croire que je comptais pour Marc. Pourquoi me dis-tu tout ça ? Parce que tu mérites la vérité. Et parce que je veux clore ce chapitre. Je quitte Paris. J'ai trouvé un travail à Bordeaux. Je recommence à zéro. Je la regardais, cette jeune femme qui me ressemblait tant 10 ans plus tôt, pleine d'espoir, prête pour un nouveau départ. Et soudain, je ressentis quelque chose d'inattendu, de la compassion. Je te souhaite bonne chance, Chloé, dis-je sincèrement. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui ne te mentira pas. Elle sourit tristement. Je te le souhaite à toi aussi. En sortant du café, je me sentis étrangement légère. Cette conversation, que j'avais tant redoutée, m'avait apporté plus de paix que je ne l'espérais. Chloé n'était pas le monstre que j'imaginais. C'était juste une jeune femme qui avait fait une erreur. La même erreur que j'aurais pu commettre si j'avais rencontré Marc dans d'autres circonstances. Je la regardais s'éloigner vers l'arrêt de métro. Bientôt, elle disparaîtrait de ma vie pour de bon, tout comme un jour Marc en disparaîtrait, et je pourrais tout recommencer, sans l'ombre de leur présence planant sur ma vie. 2 semaines s'écoulèrent après ma rencontre avec Chloé avant que j'accepte enfin de voir Marc. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un lieu neutre, un café du centre commercial du Forum des Halles, où le brouhaha des conversations et l'anonymat nous donneraient l'espace dont nous avions besoin. Il est arrivé à l'heure, comme toujours. C'était l'un de ces traits que j'appréciais chez lui, sa fiabilité. Ironique de voir comment la vie peut tout chambouler. L'homme sur lequel j'avais toujours pu compter pour les questions pratiques s'était avéré le moins digne de confiance en matière de cœur. Il avait changé, il avait maigri, il avait des cernes sous les yeux, et ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, tombaient maintenant négligemment sur son front. Malgré tout, malgré la douleur et la colère que je ressentais encore, quelque chose en moi s'agita à sa vue, un écho des sentiments passés, le souvenir de l'homme que j'avais aimé. « Merci d'avoir accepté de me voir », dit-il en s'asseyant en face de moi. Je hochai la tête, n'ayant pas confiance en ma voix. Je me sentais étrange, à la fois forte et fragile, déterminée et incertaine. « J'ai parlé à Chloé », dis-je, le regardant droit dans les yeux. Il pâlit. Il ne s'y attendait pas. « Quand ? Comment ? Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'elle m'a dit. Sur votre liaison. Sur tes mensonges. Camille, je te jure que ce n'était pas comme tu le penses. Et c'était comment, Marc ? Éclaire-moi. » Il garda le silence un instant, rassemblant ses pensées. « J'ai fait une erreur. La pire erreur de ma vie. Et je le regrette chaque jour. Tu me manques. Notre vie me manque. » Il semblait sincère, mais pouvais-je encore le croire ? « Pourquoi as-tu fait ça ? » demandai-je doucement.
La question qui me tourmentait depuis des semaines. Je n'étais pas suffisante pour toi? Est-ce qu'elle te donnait quelque chose que je ne pouvais pas? Non, répondit-il rapidement. Ça n'a jamais été à propos de toi. C'était, je ne sais pas, une sorte de crise de la quarantaine? Un besoin de me prouver que j'étais encore séduisant? J'ai été stupide, égoïste. Je pensais que ce n'était qu'une aventure, quelque chose qui n'aurait pas d'impact sur notre mariage. Je ris amèrement. Et comment ça s'est avéré? Il baissa les yeux. Camille, je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon, mais s'il te plaît, donne-nous une autre chance. Nous pouvons suivre une thérapie, réparer ce que j'ai détruit. Je ferai tout. Je le regardais, cet homme avec qui j'avais passé une décennie de ma vie. Une partie de moi l'aimait encore. Cette partie avait le cœur brisé à la vue de sa souffrance. Mais une autre partie, plus forte chaque jour, savait que je ne pouvais pas retourner à une vie où chacun de ses appels, chaque retard, chaque voyage d'affaires éveillerait en moi des soupçons. J'ai déposé une demande de divorce, dis-je doucement, mais fermement. Son visage se figea dans un masque de choc. Quoi? Camille, tu ne peux pas... C'est trop tôt pour prendre de telles décisions. Trop tôt? Répétai-je, incrédule. Tu m'as trompé, Marc. Pas une fois, pas par accident, mais systématiquement, pendant 6 mois. Tu as planifié des voyages, inventé des excuses. Tu m'as menti droit dans les yeux. Et maintenant tu dis que c'est trop tôt pour décider de divorcer? J'ai fait une erreur, mais ça n'efface pas les 10 ans que nous avons passés ensemble. Tout ce que nous avons construit. Non, c'est toi qui as tout effacé. Au moment où tu as décidé de trahir ma confiance. Un silence lourd s'installa entre nous. Je voyais dans ses yeux le désespoir d'un homme qui commence à comprendre qu'il perd quelque chose qu'il tenait pour acquis. Le divorce, c'est vraiment la solution finale. Tenta-t-il une dernière fois. Peut-être qu'on a juste besoin de temps, une séparation, une thérapie. J'ai déjà envisagé tout ça, Marc. J'ai passé les dernières semaines à y penser, à analyser chaque option possible. Crois-tu vraiment que nous pourrions revenir à ce que c'était? Que tu pourrais partir en conférence sans que je me demande si tu es seule? Que tu pourrais rentrer tard sans que je vérifie ton téléphone? Ce n'est pas la vie que je veux, pour aucun de nous. Il me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'il voyait enfin en moi non pas sa femme, la femme qu'il pouvait contrôler et dont il pouvait ignorer les sentiments, mais une personne avec ses propres limites, besoins et sa propre dignité. Et notre appartement? Nos projets? Demanda-t-il enfin, passant à des considérations pratiques, typiques de Marc. Quand les émotions échouaient, il se réfugiait dans le concret. Mon avocate te contactera. Je veux que nous réglions ça comme des adultes, sans drame inutile. Je n'ai pas l'intention de me battre pour chaque vers ou chaque livre. Je veux juste clore ce chapitre et aller de l'avant. Alors c'est la fin, dit-il doucement, plus pour lui-même que pour moi. Oui, Marc, c'est la fin. En prononçant ces mots, je ressentis un étrange mélange de tristesse et de soulagement, comme si le poids que je portais depuis des semaines s'était soudainement allégé. Nous sommes sortis ensemble du café, marchant en silence à travers le centre commercial bondé. Les gens nous croisaient, occupés par leurs propres affaires, inconscients du drame qui se jouait entre nous. Je me demandais combien de couples autour de nous traversaient des crises similaires, combien de mariages cachèrent des secrets et des mensonges derrière une façade de normalité. À la sortie, Marc s'arrêta et me regarda intensément. « Je t'aime toujours, Camille. » Malgré tout, je le regardais, son visage que je connaissais par cœur, ses yeux, dans lesquels j'avais autrefois vu mon avenir. Je t'ai aimé aussi, Marc. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Je me suis retournée et je suis sortie dans la rue animée, sans me retourner. Je sentais son regard dans mon dos, mais je ne me suis pas arrêtée. Pour la première fois depuis le jour où j'avais découvert sa trahison, je sentais que c'était moi qui contrôlais ma vie. C'était moi qui prenais les décisions. C'était moi qui choisissais mon chemin. Le trajet jusqu'à la maison m'a pris près d'1 heure de marche. Mais j'avais besoin de ce temps pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Paris vibrait de vie autour de moi. Des touristes, des étudiants, des gens rentrant du travail. Une journée ordinaire, et pourtant pour moi, un tournant. En arrivant à l'appartement, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Manon. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, sans perdre de temps en salutations. Je lui ai parlé du divorce. « Et c'est la fin, Manon, vraiment la fin. Comment tu te sens ?» Sa voix était pleine d'inquiétude. Je réfléchis.
Comment je me sentais? Triste? Oui, blessée? Sans aucun doute, mais aussi libre. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer, répondis-je honnêtement. C'est bon signe, dit-elle doucement. Ça veut dire que tu as pris la bonne décision. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois, sans cauchemar, sans me réveiller au milieu de la nuit avec une sensation de douleur étouffante. Le sommeil était profond et paisible, comme si mon subconscient savait que j'avais fermé un chapitre qui ne servait plus mon bien-être. Le matin, la sonnerie du téléphone m'a réveillée. C'était mon avocate, Maître Durand, une femme d'une 50aine d'années, à la langue bien pendue et à l'esprit encore plus vif. « J'ai des nouvelles de l'avocat de votre mari », annonça-t-elle sans préambule. « Il accepte les conditions du divorce. Sans faute, partage des biens à 50-50. Il veut juste que la procédure aille le plus vite possible. » Je sentis un pincement au cœur. Je m'attendais à de la résistance, à un combat, à une tentative de me convaincre de changer d'avis. Et il avait juste accepté. C'était si facile pour lui de me laisser partir. « Je comprends », répondis-je, m'efforçant de garder une voix assurée. « Quand pouvons-nous attendre l'audience ? Avec la charge actuelle des tribunaux, dans 3, peut-être 4 mois, mais tout est en bonne voie. Félicitations, madame. Il est rare que de telles affaires se déroulent aussi bien. » Quand j'ai raccroché, je me suis assise sur le lit, fixant le mur vide en face de moi. En un instant, j'ai réalisé que j'étais vraiment en train de divorcer, que mon mariage, qui devait durer toute la vie, s'était effondré en quelques mois, et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mais au lieu du désespoir, je sentis une détermination croissante. Si Marc pouvait passer à autre chose si facilement, alors moi aussi je le pouvais. Je n'allais pas regarder en arrière. Je n'allais pas pleurer un passé qui s'était avéré être une illusion. Il était temps de commencer un nouveau chapitre. 4 mois plus tard, j'étais assise dans la salle d'audience, écoutant le juge prononcer officiellement la fin de mon mariage. La procédure s'était déroulée rapidement et efficacement. Pas de querelle sur les biens, pas d'accusation, pas de larmes. Une procédure froide, stérile, si différente du chaos émotionnel que je vivais à l'intérieur. Marc était assis de l'autre côté de la salle, dans un costume que je lui avais acheté autrefois. Il avait meilleure mine que lors de notre dernière rencontre. Il avait repris du poids. Ses cheveux étaient soigneusement coupés. Je me demandais si quelqu'un l'attendait après l'audience. Avait-il déjà trouvé une autre femme qui croyait en ses promesses ? Nos regards se croisèrent un instant, alors que nous sortions de la salle. Il hocha la tête en un salut silencieux, et je répondis de même. Il n'y avait dans ce geste ni haine, ni amour, juste une acceptation silencieuse de la fin. « Comment vous sentez-vous, Camille ?» demanda Maître Durand, alors que nous marchions dans le couloir du tribunal. « Étrangement, » répondis-je honnêtement, comme si j'avais fermé un livre que je n'ouvrirais plus jamais. « C'est normal ?» sourit-elle avec compréhension. « Un divorce, ce n'est pas seulement la fin d'une relation, c'est la fin d'une certaine version de soi-même. La version que vous étiez en tant qu'épouse de cet homme en particulier. » Ces mots me frappèrent par leur justesse. En effet, je ne disais pas seulement adieu à Marc, mais aussi à Camille, l'épouse de Marc, la femme que j'avais été pendant la dernière décennie. « Et maintenant ?» demanda Maître Durand, alors que nous sortions. Le soleil brillait, bien que nous soyons déjà en novembre, les derniers jours de chaleur avant l'arrivée de l'hiver. Je levai les yeux au ciel et souris. Maintenant, je recommence à zéro. Le divorce était le dernier lien formel entre moi et Marc. Nous avions déjà tout réglé. Vendu l'appartement commun, partagé les biens, informé les familles et les amis. J'avais loué un petit appartement douillet aux Batignolles, avec vue sur un parc. Marc, aux dernières nouvelles, avait déménagé à Strasbourg, où il avait reçu une proposition d'emploi dans une banque concurrente. Je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert une bouteille de vin, non pas pour pleurer le passé, mais pour porter un toast à l'avenir, à la liberté, aux nouvelles possibilités. Assise sur le balcon, je pensais à ces derniers mois. À la thérapie, qui m'avait aidée à comprendre que la trahison de Marc n'était pas de ma faute. Au soutien de mes amis et de ma famille, qui avaient été là pour moi dans les moments les plus difficiles. À la façon dont, lentement, jour après jour, je redécouvrais qui j'étais en dehors du rôle d'épouse. Manon est arrivée dans la soirée, avec un panier rempli de nourriture et une deuxième bouteille de vin. « J'ai vu ton statut sur Facebook », dit-elle, en me serrant fort dans ses bras. Officiellement une femme libre. « Oui », souris-je. «
Divorcée avant 30 ans. Ce n'est pas ainsi que j'imaginais ma vie. Et qui d'entre nous vit exactement comme il l'imaginait? Manon haussa les épaules en déballant la nourriture. L'important, c'est que tu ailles de l'avant, que tu n'aies pas baissé les bras. Tu sais ce qui est le plus étrange? Demandai-je, en l'aidant à mettre la table. Je ressens une sorte de gratitude. De la gratitude? Envers Marc? Manon me regarda, incrédule. Pas envers lui. Envers la vie, le destin, ou peu importe comment on l'appelle. Parce que sans la trahison de Marc, je serais toujours coincée dans un mariage qui ne me rendait pas heureuse. Je serais toujours la même Camille, qui ne se définissait que comme une épouse, qui renonçait à ses propres rêves et besoins. Tu penses que tu n'étais pas heureuse? Manon s'assit en face de moi, versant le vin dans les verres. Je réfléchis. Étais-je heureuse avec Marc? Ou est-ce que je pensais juste que j'étais heureuse parce que c'était plus facile? Je pense qu'avec le temps, je me suis habituée à une vie qui n'était pas tout à fait la mienne, répondis-je enfin. J'étais comme cette grenouille dans l'expérience, jetée dans une casserole d'eau tiède. Je n'ai pas remarqué quand elle a commencé à bouillir. Et maintenant? Tu es heureuse maintenant? Je ne sais pas si heureuse est le mot juste, souris-je légèrement, mais je suis libre, authentique, et c'est un bon sentiment. Nous avons parlé tard dans la nuit, du passé, de l'avenir, de tout ce qui était resté non dit entre nous dans le chaos de ces derniers mois. Manon m'a parlé de sa nouvelle relation. Elle avait rencontré un homme lors d'un cours de photographie. Ils construisaient lentement une relation, prudents après leurs expériences passées. « Et toi ?» demanda-t-elle à un moment donné. « Tu es prête pour une nouvelle relation ?»« Non ?» répondis-je sans hésiter. « Pas maintenant. J'ai besoin de temps pour moi, pour me redécouvrir, pour construire une vie qui sera entièrement la mienne. Ce n'est qu'alors que je pourrai y inviter quelqu'un d'autre. » Ça, j'approche. Manon leva son verre pour un toast. « À la nouvelle Camille. À la nouvelle Camille. » répondis-je, en trinquant avec elle. Le lendemain, j'ai appelé une agence de voyage et j'ai réservé le voyage dont j'avais toujours rêvé, mais que j'avais toujours reporté à plus tard, 2 semaines au Portugal, un voyage en solo le long de la côte. Marc avait toujours préféré les voyages organisés, le all-inclusive, sans surprise. Moi, je rêvais d'aventure, de découvrir de nouveaux endroits par mes propres moyens. Au travail, j'ai posé une demande de congé, provoquant la surprise de mon patron. 2 semaines? Si soudainement? Ça ne vous ressemble pas, Camille. Je sais, souris-je. Mais j'essaie de faire plus de choses qui ne me ressemblent pas. Les préparatifs du voyage m'ont pris les jours suivants. Acheter de nouveaux vêtements d'été, bien qu'au Portugal ce soit aussi l'automne. Il y faisait bien plus chaud qu'en France. Étudier les guides, apprendre les phrases de base en portugais. Je me sentais comme une adolescente avant son premier voyage en solo, excitée et un peu effrayée. La veille du départ, j'ai passé la soirée à faire ma valise et à ranger l'appartement. Quand tout fut prêt, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir où je gardais les souvenirs de mon mariage. L'alliance, que j'avais enlevée le jour où j'avais découvert la trahison de Marc. Quelques photos, des lettres d'amour de l'époque où nous étions encore amoureux. J'ai tout pris et je l'ai mis dans une boîte que j'ai ensuite cachée au fond d'un placard. Je n'ai pas jeté ces choses. Elles faisaient partie de mon histoire, bonne ou mauvaise. Mais je n'avais plus besoin de les avoir sous les yeux. Je n'avais pas besoin de rappels quotidiens du passé. Je me suis couchée avec un sentiment de calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Demain, ma nouvelle aventure commençait, ma nouvelle vie. Le Portugal m'accueillit avec du soleil et un vent chaud venant de l'océan. J'ai loué une petite voiture et j'ai longé la côte, m'arrêtant dans des villes dont je n'avais jamais entendu parler, découvrant des plages cachées entre les falaises, parlant avec des gens qui, malgré la barrière de la langue, m'accueillaient à bras ouverts. J'étais seule, mais je ne me sentais pas seule. Le soir, je m'asseyais dans de petits restaurants sur le port, me régalant de fruits de mer frais et sirotant du vin local, observant les couchers de soleil sur l'Atlantique. J'écrivais un journal, pour la première fois depuis le lycée, y notant non seulement ce que je voyais, mais aussi ce que je ressentais, m'autorisant une honnêteté que je n'avais pas pu me permettre auparavant. Au milieu du voyage, je me suis arrêtée quelques jours dans une petite ville du sud, où la plage rejoignait de hautes falaises. Un soir, assise sur le sable et regardant les vagues, je sentis des larmes couler sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de regret, c'était des larmes de libération, de purification.
comme si, avec elle, je lavais les dernières traces de la douleur que je portais en moi depuis des mois. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Marc, pour la première fois depuis longtemps. Mais ce n'était pas le cauchemar qui m'avait hanté après la découverte de la trahison. C'était un rêve paisible, dans lequel je le voyais de loin, me faisant signe d'adieu. Et je savais que je le laissais enfin partir, que je lui permettais de quitter non seulement ma vie, mais aussi mon cœur. Quand je suis rentrée à Paris, j'étais bronzée, reposée et heureuse. Oui, maintenant je pouvais utiliser ce mot. Heureuse non pas parce que tout dans ma vie était parfait, non pas parce que j'avais oublié la douleur ou que j'avais effacé le passé, mais parce que j'avais enfin compris que le passé ne me définissait pas. Que la trahison de Marc n'était qu'un chapitre dans le livre que j'étais encore en train d'écrire. Et j'étais prête à écrire le prochain chapitre, plein d'aventures, de défis, mais surtout d'authenticité. Car si j'ai appris quelque chose de cette histoire, c'est que la vie est trop courte pour la vivre à moitié, trop précieuse pour la gâcher dans des relations qui ne nous rendent pas heureux, trop belle pour laisser une trahison ou une déception nous enlever notre joie. Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, je suis divorcée, et je suis sur le point de commencer le meilleur chapitre de ma vie.